Bonjour et bienvenue dans cette insaisissable review. Ce chapitre 178 va joliment terminer l'arc de la campagne militaire d'Akie et d'Oki-Oki, donc voyons ça rapidement. Le chapitre commence avec les motivations de Kosaka Takamune pour pouvoir aider Tokioki, donc c'est celui qui a popé magiquement comme ça d'un coup dans le chapitre précédent. Il admet rapidement qu'il fait d'abord ça pour son propre intérêt et espère ainsi s'élever socialement grâce à son aide. C'est d'une surprenante honnêteté, je crois que rares sont ceux qui l'avoueraient aussi clairement. De plus, il pousse l'honnêteté plus loin car il admet aussi vouloir se servir des partisans de Tokioki pour fortifier sa base tout en la gardant car lui n'a pas d'armée, et en plus donc il offrirait à Tokioki un domaine qu'il n'a plus. Parce que Tokioki c'est un peu le général errant, il n'y a plus vraiment de domaine, à part un peu à Izu, mais bon, c'est pas grand chose. Du coup, ça me rappelle un peu la proposition des fils de Kusunoki Masashige, qui était assez semblable, qui avait fait profiter les deux camps d'ailleurs. C'était, je pense, peut-être au début ou vers la fin de la campagne militaire d'Akie, où ils avaient besoin d'un endroit pour se reposer et se poser, et les deux fils de Masashige, qui étaient dans une situation assez délicate, ont proposé à l'armée de venir chez eux, dégager les méchants, et comme ça, ils ont une base à eux en plus. Là, c'est un peu pareil, sauf qu'apparemment, Kosaka n'a pas besoin de dégager des méchants, il n'y en a pas. Et donc, je pense que Tokioki va souvent voir ce genre de proposition, car comme je le disais, c'est un général d'armée sans terre, et qui pourront donc venir en aide aux petits domaines dépourvus de défense, au gré de ses attaques ou de ses pérégrinations. Et ce serait pas mal, je trouve, ce serait un peu dans son idée à Tokioki d'aider les plus faibles. Voilà, ce serait une bonne idée, je trouve. On verra si Yusei Matsui va pousser son concept un peu plus loin. Cela dit, cette proposition de Kosaka semble intéressante, et pour achever de pousser Tokioki à accepter, eh bien Shizuku révèle que ce serait un bon endroit pour soigner Mima, car cet endroit serait rempli d'énergie divine, car c'est juste à côté de Sua, donc c'est pratique. D'ailleurs, ça m'étonne que Shizuku pense à Mima, parce que c'est quand même une concurrente de cœur, et donc voilà, ça m'étonne, mais en même temps c'est donc tout à fait à son honneur de sa part de penser aussi bien de sa rivale. Donc c'est bien qu'elle s'est fait la part des choses, ça c'est sympa. De plus, pour enfoncer les clous sur la décision de Shinano, eh bien Natsu, qui était parti en repérage, revient annoncer à Tokioki que la route vers le Kanto, donc c'est la région de l'actuel Tokyo, est bloquée par leurs ennemis. Et je pense qu'ils voulaient rejoindre le domaine d'Enita, mais on ne s'est pas passé par le Kanto parce que c'est bloqué par les ennemis, donc ils sont obligés de passer par Shinano. Du coup, tout cela pousse Tokioki à choisir Shinano, mais le jeune général hésite tout de même à y retourner car il estime avoir fait bien du tort à la région à cause de sa rébellion échouée. Ce qui me chiffonne un peu, c'est que Tokioki dit que c'était il y a 5 ans, mais ça veut dire 1333, et il n'y a pas eu de guerre en Shinano, 1333, c'était la chute de Kamakura. Donc, je sais pas, il y a un truc bizarre quelque part, j'ai pas compris ce qui se passait. De plus, les images en arrière-plan semble être la bataille de Kamakura en 1335, donc ça me paraît un peu bizarre, parce que 1335, on est actuellement en 1338, donc ça fait 3 ans, et pas 5. Donc il y a quelque chose de bizarre, je comprends pas la temporalité du truc. Mais bref, on va pas chipoter ça pendant 15 ans. Ce qui est intéressant, c'est que Tokioki, bonhomme qu'il est, se sent coupable, mais Kosaka révèle alors que le peuple de Shinano ne lui en tenait pas rigueur de cette guerre, tout du moins ce que Kosaka connaît dans sa région, et aux alentours, donc c'est déjà une bonne nouvelle. Et ça m'a surpris autant que Tokioki d'ailleurs, mais c'est une belle surprise. Ça rassure le jeune garçon qui finit alors par accepter, après une petite réflexion, mais aussi une superbe case où on voit un Yorishige transparent dans le ciel, comme veillant sur Tokioki, comme Mufasa veillait sur Simba. Alors la référence qui a absolument rien à voir, mais ça m'a y fait penser quand même. Du coup je trouvais ça très joli. Et encore une fois, donc, Yusei Matsui me ravit avec ce genre de mise en scène émouvante. Et l'émotion n'est pas terminée, car Tokioki pense d'abord aller en Izu, fief des Hojo depuis toujours, pour y conduire ses soldats chez eux.
en bon général, il ordonne aux soldats ayant une famille, ou étant l'aîné de leur clan, de rester à Izu, pour faire prospérer leur clan justement, les autres étant libres d'accompagner Tokioki en Shinano. Donc, encore une fois, c'est un bon garçon. Et c'est pas étonnant venu de Tokioki, qui a toujours eu à cœur de se soucier du bien-être de ses soldats, et surtout de leur vie. Hein. Pour quelqu'un qui aime bien fuir la mort, eh bien, il pense aussi surtout que ses soldats doivent rester en vie. Mais voilà, c'est toujours un plaisir de le voir agir en général soucieux de ses troupes, mais aussi en général charismatique, avec son petit discours remerciant ses soldats. C'est pas un truc avec lequel on voyait souvent au départ. Et maintenant, je pense qu'il a quand même l'habitude, hein, et c'est quand même quelque chose qu'il a appris sur le tas, hein, parce qu'avant, c'était un jeune garçon épleuré. Et maintenant, je trouve qu'il est devenu quand même très bon dans ce domaine, et ça se voit car ses soldats sont ravis par l'efficacité de leur général. Donc il a vraiment réussi à fédérer des fidèles, et en plus il fait ça très bien. Franchement, quand on voit la progression de Tokioki en tant que général, franchement ça fait super plaisir. Cependant, avant de partir, il faut arriver à convaincre le fils de l'empereur, dont j'ai oublié le nom, et le général venu en renfort, non, j'ai oublié le nom aussi. Et c'est pas gagné car ce dernier se vexe rapidement, hein, décrétant même Tokioki ennemi de la cour, parce qu'il dit oh bon c'est scandaleux, vous pensez que j'allais perdre. Enfin il est un peu vexé et tout. Hein. Mais du coup, c'est là encore qu'on voit la dualité de Tokioki, hein, qui peut être un général charismatique. Hein, tout à l'heure il a parlé à ses hommes de manière un peu badass quand même, et il pense à tout le monde. Mais dès qu'on l'engueule un peu, hein, on a l'impression qu'il retrouve un peu l'enfant de 8 ans qu'il était avant. Et du coup, il a besoin d'Ayago pour le retenir, le général, mais aussi de Shizuku, qui détient l'ordre de l'empereur, pour venir à sa rescousse. Ce genre de changement, hein, ça me fait toujours bien rire, surtout que le général a la tête qui enfle au fur et à mesure qu'il s'énerve. Et donc voilà, encore une fois, Yusei Matsui n'aurait jamais ses traits d'humour, et apparemment, le running gag de ce général, ce serait la tête enflée à géométrie variable, comme le dit Shizuku. Cela dit, le fils de l'empereur vient confirmer que l'ordre détenu par Shizuku est authentique, au grand désespoir du général, qui donc du coup ne peut rien faire, parce qu'un ordre de l'empereur est quand même plus important que l'ordre du général. Et donc Tokioki et ses partisans peuvent alors reprendre la route vers Izu, où l'on voit que Yasue est survivant, malgré qu'il semble au crépuscule de sa vie. Ça reste tout de même une bonne surprise, et le court échange qu'il a avec Tokioki est émouvant, et comme toujours, c'est très bien mis en scène, avec les deux derniers Hojo restant assis face à la chute des feuilles d'automne, hein, sur leur petite terrasse en bois, typique de l'époque. Franchement, c'est très joli. Et personnellement, j'aime à penser que cette chute des feuilles correspond aussi à l'automne de la vie de Yasue, qui, contrairement à ce qu'il dit, n'a clairement plus 10 ans devant lui. Ça, je pense que Tokioki l'a bien compris aussi. D'ailleurs, c'est écrit sur le front de Yasue que c'est un mensonge. Donc, encore une fois, Yusei Matsui n'oublie pas le running gag du personnage. Et je pense que c'est peut-être bien la dernière fois qu'on le voit. Bon, c'est ce que je pensais la dernière fois qu'on l'a vu aussi, hein, parce que d'ailleurs, disait que les récits historiques ne parlaient plus jamais de Yasue après cela. Donc, ça se trouve, ce ne sera pas la dernière fois, mais bon, ça semble quand même. Pas sûr que Tokioki va pouvoir revenir en Izu, un de ces quatre, donc voilà. Bon, peut-être que c'est la dernière fois qu'on le voit. Mais après ce détour en Izu rempli d'émotions, et après avoir laissé la plupart de ses soldats, Tokioki fait demi-tour et repart en Shinano, parce que de faire demi-tour parce qu'il ne peut pas passer par le kanto qui est bloqué par les Ashikaga. Et donc en Shinano, il part précisément pour Suwa, ce qui m'étonne car le domaine de Kosaka est normalement plus au sud. Mais bon, apparemment je pense que Yusei Matsui voulait faire un peu de nostalgie et revenir à Suwa. Cela dit, donc c'est encore un moment d'émotion et de nostalgie justement pour Tokioki, qui n'est plus revenu en Suwa depuis le départ de la révolution Nakasendai débutée en 1335. Kosaka emmène ensuite les insaisissables dans une cabane en ruine, ce qui peut paraître suspect, hein, parce que bon, moi j'ai toujours pas tout à fait confiance en ce personnage, mais pour l'instant on va dire que il a été de confiance. Mais en fait ils vont y retrouver quelqu'un qu'on n'avait plus vu depuis nombre de chapitres, j'ai pas calculé mais ça fait beaucoup. Car comme je l'espérais dans ma dernière revue, on y retrouve Yoritsugu, le petit-fils de Yorishige, devenu la divinité de Suwa. Donc j'espérais qu'on le revoie un jour, parce que si Tokioki revient à Suwa, ce serait quand même dommage qu'il le rencontre pas. Mais voilà, donc ça c'est fait, c'est déjà bien.
Cela dit, même s'il a récupéré ce statut, ce sacripant ne semble pas avoir beaucoup changé, car à peine la page suivante, qu'il nous fait déjà sa plus belle grimace caractéristique et se moque grassement de Tokiyuki. Comme quoi, il y a des choses qui ne changent pas. Hein. Donc Tokiyuki, habitué à cela, il est nettement content de revoir Yoritsugu, ignore ses moqueries et se jette sur l'enfant d'immunité qui apprécie peu cet élan de joie. En ça, malgré qu'il ait bien grandi, comme le dit Tokiyuki, Yoritsugu n'a pas changé là-dessus, et il est toujours aussi peu fan de Tokiyuki. Hein, décidément, il y a quand même des choses qui ne changent pas, je le dis une deuxième fois, mais bon, là, c'est 2 fois de suite. Cependant, étonnamment, il se reprend vite, et après que Tokiyuki lui ait expliqué le plan de Kosaka, Yoritsugu l'accepte officieusement, et très sérieusement, pour une fois, déclarant que ça colle bien avec son envie de nuire à Takoji, qui est aussi devenu son ennemi personnel. Je suis donc agréablement surpris que Yoritsugu adopte ici véritablement une posture de dieu de Suwa, restant sérieux et composé. Il avouera cependant que Suwa ne peut supporter ce plan officiellement, car cela serait ingrat. Une déclaration surprenante, accompagnée d'une case où l'on voit un Yoritsugu soucieux et un peu apeuré, en plus d'être fort bien dessiné, je trouve. C'est bien la première fois qu'on le voit comme ça, et je sais pas, cette case m'a marqué. Ça fait longtemps qu'on l'a plus vu d'ailleurs, Yoritsugu, et en plus, on l'a jamais vu comme ça. On sent derrière cette expression qui a quand même un vécu assez intense et fort peu joyeux. D'ailleurs, il en parle juste après, quand il dit qu'après l'échec de la rébellion Nakasendai, hein, donc la rébellion de Tokiyuki, Suwa a fort logiquement été fortement puni, et que Yoritsugu a été banni, chassé par les Ashikaga, qui ont mis à la tête du sanctuaire un homme apparemment peu recommandable. Si ces dires ne sont jusque-là pas très surprenants, la scène valait beaucoup plus, car Yoritsugu révèle que alors que Sadamune aurait fait décapiter le maître du sanctuaire et ainsi sauver la vie de Yoritsugu. Alors cette révélation fracassante, qui conclut le chapitre d'ailleurs, m'a beaucoup surpris, car Sadamune est normalement la solde des Ashikaga, donc pourquoi aurait-il tué ce nouveau maître du sanctuaire pour sauver Yoritsugu, le petit-fils de son ennemi Yorishige. Décidément, Yusei Matsui sait nous tenir en haleine quand il le veut, car là, je suis très impatient d'avoir plus d'explications, et il faut dire que je m'attendais pas à celle-là quand même. Bon, si Tokiyuki revient en Suwa, enfin, en Shinano et Yasuwa, pour être plus précis, je m'attendais à revoir Sadamune, parce que il est resté là-bas. Enfin, on l'a revu il n'y a pas si longtemps, mais ça ne m'étonne pas qu'il est revenu en Suwa. Voilà, je ne m'attendais pas à ce que Sadamune ait sauvé la vie de Yoritsugu, et en plus de se débarrasser de la pourriture qui apparemment était à la tête du sanctuaire. C'est très étonnant, hein, parce qu'il a toujours combattu justement le sanctuaire de Suwa du temps de Yorishige, donc bon, j'espère que la semaine prochaine, on saura pourquoi. Cela dit, ce fut un beau chapitre de fin pour cet arc de la campagne militaire d'Akie. Tokiyuki a pu revoir ce qui lui reste de famille à Izu, pour ensuite revenir à Suwa, là où il a commencé à être le général d'armée qu'il est maintenant. Je suis aussi content d'avoir revu Yoritsugu, qu'on avait pu vu depuis une centaine de chapitres, hein, parce que là j'ai un peu réfléchi. Ça, à mon avis, si c'est depuis le départ de Suwa pour la Révolution, c'est à mon avis une centaine de chapitres. Donc du coup ça fait quand même longtemps. Et malgré qu'il semble encore avoir son caractère un peu sale gosse, hein, on l'a vu au tout départ, j'ai l'impression quand même qu'il a acquis de la prestance et un peu de maturité tout de même. Du coup j'ai hâte d'en savoir plus sur ce qui s'est passé en Suwa depuis 1335, car ça n'a clairement pas été facile pour le nouveau dieu de Suwa, on dirait. Hein. Comme je dis, dans la case dont je parlais tout à l'heure, on sent quand même qu'il y a un vécu assez dramatique et que bon, ça n'a pas été facile tous les jours pour lui. Quoi. Mais voilà, c'est là-dessus que je conclus cette review, et donc je vous dis à la semaine prochaine pour le chapitre 179, qui aura une double page couleur et la couverture du wiki Shonen Jump. Au revoir.